les forêts qu'on est en train de faire pousser complètement artificielles, qui partent toutes au même moment, avec des arbres de même taille qui poussent bien droit, parfaits pour faire des planches, elles n'ont aucune chance face au stress climatique. Elles sont monospécifiques, donc les parasites se régalent. Elles sont toutes de même taille, donc le vent, il fauche tout s'il est trop violent, et il va devenir de plus en plus violent. Elles ont par ailleurs, elles n'ont aucune résistance au feu. Donc c'est le pire qu'on puisse faire. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Limites. On parle de limites planétaires, on parle d'anthropocène, on parle de politique aussi, de finance, bref, on parle beaucoup de la merde dans laquelle on est en vérité. Donc si vous venez d'arriver et que vous dites mais de quoi il va parler ce gars avec ses cheveux qui vont dans tous les sens, avec sa dégaine, eh ben on va parler de choses utiles pour votre avenir les amis, pour essayer de comprendre mieux le monde dans lequel on est, toute sa complexité, pour faire des bons choix politiques, des bons choix dans votre famille, et pour faire bien sûr des bons choix tout simplement dans votre vie en général. Et pour cela, je ramène le narrateur des narrateurs, le Morgan Freeman s'il vous plaît de la science. Ah non mais quand même, c'est parce que j'aime bien ta façon de raconter les histoires. Laurent Testo, comment tu vas? Très bien Vince, mais ça va être très difficile de tenir les engagements que tu prends dans tes vidéos. Ah oui non, je t'ai amené tout de suite à du high level, hein. Là tu challenges. Tu te sous-estimes Laurent, je pense que dis-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la façon d'expliquer et raconter un petit peu tout ça, tous ces sujets complexes de Laurent? Je suis sûr que vous appréciez tout comme moi, c'est pour ça que tu es ici pour la 3e fois. Merci infiniment. Avec plaisir, après avoir parlé d'El Niño, avant ça encore de l'Anthropocène. Là aujourd'hui on va parler de l'histoire des forêts. Qui est un sujet sur lequel on se focalise pas des masses. Alors quand je dis on se focalise pas des masses, je vais parler surtout pour moi et je vais prêcher un peu pour ma paroisse. La forêt c'est beau, c'est sympa, mais j'ai l'impression de ne jamais avoir vécu la véritable forêt en tant que telle. Enfin, si peut-être une fois, et à la rigueur, peut-être que là tu pourras me recontextualiser les choses. Quand j'étais parti en Amazonie avec une association qui s'appelle Jibuana, je le salue, il y a pas mal de temps maintenant, et qui m'avait permis de voir une forêt très différente des forêts que j'ai eu l'occasion de voir ici en Europe. Mais avant de commencer le sujet, abonnez-vous, c'est très important. On vise 120 000 abonnés pour la fin de l'année, donc on compte vraiment sur vous, hein. Ça va vraiment être très très fort si on y arrive, surtout sur des sujets comme ça. Si on peut les porter encore plus haut, et ben ce sera vraiment grâce à vous. Cette vidéo est disponible en podcast également, n'oubliez pas, partagez, likez, vous savez comment fonctionne cette machine des GAFAM qui est bien huilée, mais il faut bien utiliser le système si on veut le renverser. Laurent, les forêts, l'histoire mondiale des forêts, c'est un livre en partie. Alors le livre portera surtout sur l'histoire française des forêts, mais j'ai négocié avec mon éditeur qu'il y ait une histoire française des forêts en reflet avec l'histoire mondiale des forêts, parce que les forêts c'est vraiment un phénomène, un fait social total, c'est-à-dire un reflet des sociétés autour desquelles elles se développent, elles existent et elles sont perçues. Et nous interagissons avec nos forêts que nous le voulions ou non. Donc pour moi, c'est extrêmement important de placer ça à l'échelle planétaire, même si c'est pour focaliser davantage sur une forêt en particulier. France-Belgique, on est sensiblement dans les mêmes problématiques, je pense. L'idée, c'est de montrer ce que sont les forêts, parce qu'il n'y a pas qu'une forêt, comme tu le disais. L'Amazonie est très différente des bois que tu peux avoir autour de Bruxelles. Diamétralement opposés. Diamétralement opposés, ouais. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu l'idée saugrenue de planter les arbres en ligne. Tu sais que je pensais, pour la petite anecdote, moi quand j'étais petit, je pensais que c'était normal. Je pensais que les forêts poussaient comme ça. Donc pour te dire à quel point dans mes croyances, il a fallu que je m'informe sur ces sujets-là. Et encore avant de me dire oui, il y a peut-être l'humain, mais je peux te mettre au défi que j'amène des enfants ou des adolescents, ils pensent que tout a poussé droit. Oui. C'est flippant quand même. Mais ils peuvent aussi penser que le poisson est naturellement pané et rectangulaire. Alors, tu rigoles, mais je pense que quand on demande à des enfants de dessiner une vache dans les écoles, ils peuvent dessiner la vache Milka ou la vache qu'ils voient sur les boîtes de lait. Mais ouais. Bref, revenons-en à l'Amazonie. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, dans un certain nombre de recherches récentes, depuis quelques décennies sur l'Amazonie, c'est qu'on sait que ça a été une forêt habitée. Et une forêt orientée. On parle d'horticulture de basse intensité. C'est-à-dire qu'on y voit le chaos. Quand on y est, dans les forêts tropicales et spécifiquement en Amazonie, dans tous les sens. Dans tous les sens, les arbres sont tordus, ils poussent, voilà. Certains montent de façon démesurée vers la canopée jusqu'à 40, 50, voire pour les plus hauts, 80 mètres. Et on est perdu dans ce qu'on appelle l'enfer vert. L'enfer vert, ça a été
cadre de vie normal, de population importante, très longtemps. L'état même de la forêt, globalement sur Terre, ce serait l'état normal en période tempérée. Nous sommes dans une période tempérée depuis 11 700 ans. Ce serait l'état normal des écosystèmes. Une majorité de forêts, peut-être les 2/3 de la surface couverte de forêt, avec des grandes clairières aménagées par des grands herbivores. Ça, c'était l'état normal dans lequel aurait dû être l'Europe ou l'Amazonie aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un facteur perturbant, c'est toi, c'est moi, c'est l'humanité, nous dans son ensemble, qui maîtrise des outils pour abattre les arbres. Aujourd'hui, ça se fait hyper vite. Il vient même de commercialiser une machine à débiter un arbre autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'avoir quelqu'un dedans. Ça va être commercialisé, voilà. C'est vraiment le genre de truc qu'il fallait aujourd'hui, mais oui, bon, passons. Et l'Amazonie, par exemple, était un endroit, une sorte de steppe arbusive. Il y a 11 700 ans, quand on sort du dernier épisode glaciaire. Et à ce moment-là, les grands animaux qui broutaient cette steppe, qui abattaient parfois les arbres qui pouvaient pousser, mais c'était des arbres beaucoup moins denses que ce qui existe aujourd'hui. Ces grands animaux-là disparaissent, probablement par une conjonction des perturbations humaines et du changement climatique. Tu parles du mammouth et du mastodonte, ce genre de oui, c'était ce type d'animaux. Oui, il y avait des éléphantidés. C'était des parents du mammouth, des éléphants. Certains avaient 4 défenses. Enfin voilà. Il y avait 6 espèces d'éléphantidés en Amérique du Nord il y a 15 000 ans. Et elles ont disparu à l'arrivée des humains. Voilà. Ensuite des éléphantidés, il y avait des paresseux géants terrestres. Il y en avait aussi des marins qui vivaient en bordure des côtes. Quand je dis paresseux géants, il faut imaginer une grosse peluche avec d'énormes griffes au bout, qui pouvaient peser 2-3 tonnes, qui creusaient des terriers. Voilà. Il y avait des glyptodons, c'est-à-dire des sortes de tatous, ça ressemblait même à des tortues, massifs, énormes. Donc tous ces méga animaux disparaissent, probablement parce qu'ils sont pourchassés par les humains qui disposent du feu pour les acculer, pour les traquer, et parce qu'ils doivent changer de niche écologique puisqu'il y a un réchauffement massif très important, que donc leur population est déstabilisée. Mais donc un réchauffement plus lent que celui qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est probablement la conjonction des deux, c'est encore débattu, c'est probablement la conjonction des deux. Le facteur déterminant, c'est les humains qui entraînent dans la tombe tous ces animaux. Il y a aussi les grands prédateurs liés à cet écosystème. Bon, voilà. Et bref, ces animaux-là, en déféquant un peu partout, tout ce qu'ils consommaient, avaient fait une couche épaisse d'engrais sur laquelle va pousser progressivement la forêt amazonienne. Et cette forêt, il y a déjà des humains et les humains vont l'accompagner. Je me souviens d'un livre que j'ai lu pour préparer le livre que je fais, c'est toujours une synthèse d'un ensemble de recherches historiques, où le gars explique qu'il est spécialiste des forêts tropicales, première fois qu'il se rend en Amazonie. Il est avec un guide et le guide lui dit « Ah, là, on approche d'un village. Pourtant, tu ne connais pas cette partie de la forêt. Comment tu sais qu'on approche d'un village ? C'est normal, les végétaux changent. » C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont établis quelque part, les humains ont sélectionné les plantes qui poussaient autour de chez eux. Ils ont accompagné la croissance de la forêt. En agroforesterie. En agroforesterie. Une agroforesterie douce. En gros, il y a une tradition. On se déplace tous les jours pour manger, trouver de quoi se nourrir, etc. Et on voit les plantes qui poussent et on décide de favoriser telle ou telle espèce. Si cet arbre-là n'est pas à sa place, ne va pas dans l'intérêt, on le casse. On ne va pas le dépoter, le rempoter, le mettre en ligne. On casse juste pour favoriser la pousse d'arbres utiles, que ce soit pour des raisons alimentaires, que ce soit pour des raisons vestimentaires. On peut utiliser des textiles avec l'écorce de certains arbres, que ce soit pour des raisons symboliques, parce que cet arbre, on y est lié familialement. Voilà. Et ce qui a été démontré, c'est qu'il y a 2 fois plus d'arbres utiles aux communautés humaines en Amazonie que ce qu'il devrait y avoir à l'état naturel. Les humains ont orienté la pousse de l'Amazonie. Même dans le trou perdu de l'Amazonie, où j'ai vraiment eu cette chance d'utiliser du carbone utile, on va dire, pour aller vivre avec ces peuples-là,
où on faisait des balades pendant des heures et on marchait loin en profondeur dans la forêt, où tu as l'impression qu'il n'y a aucun humain qui est allé. Bien sûr, forcément, vu que nous y sommes allés, c'est que le chemin était débroussaillé avant. Et ça veut dire, mais à un moment donné, c'était la machette et on se faufilait. Même là, il y a eu un impact humain. Il y a eu un impact humain et il est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Une partie de l'Amazonie est couverte de terra preta, qui est le sol le plus riche du monde. C'est un sol qui est amendé depuis plusieurs milliers d'années de déchets organiques, de tessons de poterie. Et c'est un humus qui se régénère. Les humains l'ont tellement bien nourri qu'il se régénère. Et c'était le sol sur lequel les populations agricoles avant l'arrivée de Christophe Colomb se nourrissaient. On estime aujourd'hui, c'est une estimation probablement assez solide, qu'il y avait 5 millions de personnes dans l'actuelle forêt amazonienne, sachant qu'elle a reculé en plus. Une bonne partie de la forêt pluviale notamment a disparu pour céder la place aux plantations de sucre. 5 millions de personnes, alors qu'aujourd'hui il y a 750 000 indígenas, je ne sais pas comment on les appellerait, en tout cas autochtones. Population autochtone, amérindiens. En anglais, on dit indigenous people. Oui, voilà. Les termes diffèrent de langue en langue. En français, il est légitime d'utiliser à la suite de l'ONU l'appellation de peuple autochtone. Donc, je propose qu'on utilise peuple autochtone. Donc, les peuples autochtones d'Amazonie sont aujourd'hui à peu près 750 000. Ils étaient 5 millions avant l'arrivée de Colomb. Et ils vivaient... les premiers Espagnols à traverser la forêt le font par pur hasard, c'est-à-dire ils sont dans les Andes, ils sont en train de se disputer pour essayer de trouver des ressources. Donc ils ont demandé, ils veulent de la cannelle. En fait, ils n'ont pas compris que la cannelle ça pousse en Asie, ils sont persuadés qu'il y en a chez eux. Donc ils ont pris des guides indigènes après avoir détruit leur civilisation. Ils leur disent amenez-nous à la cannelle, la quoi de baf. Amenez-nous à la cannelle, la quoi de baf. On commence à sortir l'épée. Oui, on va vous en trouver. Et bon, les gars descendent donc des Andes. Ils cherchent. Les pauvres, ils savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent. Je résume, mais c'est à peu près ça qu'on peut lire. Et au bout de quelques semaines de progression, donc là, ils descendent des Andes, la forêt devient de plus en plus épaisse, de plus en plus chaude, il y a de plus en plus de moustiques, les Espagnols deviennent de plus en plus impatients, ils se battent entre eux, ils décident de partir entre deux groupes séparés, et puis il y en a un qui réalise qu'ils sont complètement paumés dans la forêt, et à un moment, leur guide déserte, je sais pas pourquoi, mais de nuit, on se casse. Et ils se retrouvent au milieu de la forêt et ils prennent la seule solution raisonnable, puisqu'ils ne savent pas où ils sont, c'est de descendre l'Orénoque. Ils voient passer une rivière, ils disent on va descendre la rivière jusqu'à ce qu'on soit à l'océan et comme ça on saura où on est. C'est très loin quand même. Ouais. Oui, alors là c'est très loin. C'est une épopée absolument extraordinaire. Ce sont les premiers Espagnols à traverser dans les années 1530 l'Amazonie. Et pendant 20 ans, ce seront les seuls. Et ils voient des tas de gens, ils croisent des villages, pas forcément hostiles, qui les regardent avec des grands yeux et qui n'ont pas encore entendu parler des Espagnols, des Blancs, quoi. Parfois ils essuient des volées de flèches sur leur radeau, parfois voilà. Mais ils tombent sur des grandes avenues tracées dans la forêt, larges d'une dizaine de mètres, presque des villes, des endroits en tout cas intensément cultivés avec des creux par endroits, des bassins artificiels dans lesquels on retient l'eau des crues régulières de l'Orénoque pour y élever des tortues ainsi qu'un certain nombre de plantes alimentaires de type nénuphar dont ils se nourrissent. Wow. Et donc ils racontent ça quand ils s'en sortent parce qu'eux s'en sortent. Et 20-30 ans plus tard, il y a des expéditions qui vont et ne trouvent rien, aucune trace de ça. Parce qu'entre-temps, les microbes sont passés. Ah, juste ces quelques Espagnols... Alors pas seulement, c'est-à-dire il y avait toutes ces sociétés amérindiennes, des Incas des plateaux qui venaient d'être soumis jusqu'à... voilà, en cascade, et avaient des échanges. Ah bah oui. Des échanges. On retrouvait par exemple le coton qui poussait sur la côte ouest du Pérou, servait à tisser des textiles ou des filets que l'on retrouvait de l'autre côté des Andes, dans une partie de l'Amazonie. Donc il y avait des échanges longue distance. Qui dit échange longue distance dit quand des nouveaux pathogènes arrivent, transmission longue distance. Ouais. Donc c'est pas seulement ces Espagnols-là, ils y ont probablement contribué, mais globalement,
toutes les Amériques étaient atteintes des maladies de l'ancien monde, c'est-à-dire d'Asie. Ouais. On leur a amené la variole, la rougeole, la rubéole, les oreillons, etc. Autant de maladies. Et par leur commerce qu'ils faisaient déjà, comme on était en contact avec quelques-uns, enfin, ça s'est diffusé. Voilà. Ça s'est diffusé. On estime qu'au cours du XVIe siècle, la population de l'ensemble des deux Amériques tombe d'environ 60 millions de personnes à 5-6 millions. Ah ouais, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. C'est très important pour la forêt, on va y revenir. Ouais. Mais la conséquence, c'est qu'en fait, l'Amazonie se dépeuple radicalement et se transforme pour le coup en enfer vert. D'autant plus que tous ces gens-là qui étaient là, qui parfois brûlaient des endroits, qui parfois orientaient la pousse des plantes ailleurs, ne sont plus là pour jardiner le milieu avec la même intensité. Et donc, les plantes invasives qui sont arrivées d'Europe, voire d'Afrique par le commerce des esclaves, puisque il y a un effondrement de cette population autochtone. Les Espagnols ne peuvent plus trouver d'indigènes pour les mettre au travail alors qu'ils ont des... C'est ballot, hein. On a d'immenses terres à mettre en valeur, on peut faire une méga plantation, c'est un rêve. Et on n'a personne. Et il n'y a plus de main d'œuvre. Donc on va la chercher en Afrique, comme tu le sais, c'est le début des traites négrières. Le Brésil sera particulièrement avide de chair noire, on va déporter les gens en droiture. Ce qui se remarque encore beaucoup sur la population brésilienne. Hein. Oui, tout à fait. Et on va remplacer ces personnes-là. Et du coup, la forêt va reculer, mais surtout la forêt va rester un milieu hostile. C'est-à-dire que, vu des Blancs, de toute façon, la forêt, c'est quelque chose d'hostile, mais en plus, on va la faire reculer pour planter. Et on va complètement négliger le fait que des gens pouvaient y vivre en masse importante, etc. Et donc, les esclaves africains sont déportés avec, dans la cargaison, voilà, un certain nombre d'organismes, des graines, des pathogènes comme la fièvre jaune ou le paludisme, qui vont reconfigurer la biologie littéralement de l'Amazonie. Et cet ensemble d'événements, en fait, amène à deux conclusions. La première, c'est qu'on pouvait vivre en grand nombre dans une forêt tropicale humide si on avait des façons de la gérer, d'interagir avec elle. Ce n'était pas incompatible avec le maintien de populations denses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que finalement, Christophe Colomb a été l'agent involontaire d'une première expérience de géo-ingénierie inédite. C'est que la disparition de tous ces peuples amérindiens, de tous ces gens dont une bonne partie brûlaient leur milieu pour vivre. Alors il faut comprendre aussi ça, le rapport à la forêt. Nous, en Europe, on avait, depuis la fin du Moyen-Âge, des hauts fourneaux, du métal, des socs en acier. Et pour nous, l'agriculture, c'était un champ, une paire de bœufs qui tractaient un soc en acier pour retourner la terre. Et puis derrière, on plantait ce que la Bible prescrivait de planter, à savoir des céréales non mélangées. On plantait souvent mélangées quand même parce que ça marchait beaucoup mieux. Donc on avait du métail. Mais en tout cas, les nobles, on les nourrissait avec des céréales non mélangées. Bon. Les Amérindiens ne faisaient pas ça. Ils n'avaient plus de gros animaux à domestiquer. C'est pourquoi ils n'avaient pas beaucoup de maladies en interne. Nous, on avait toutes ces maladies dont j'ai parlé. Elles résultent de notre cohabitation en Asie et en Europe très longue avec le bétail, le porc, les vaches et les poulets. Tous les virus ou pathogènes, microbes que j'ai évoqués sont issus de notre cohabitation avec ces animaux que n'avaient pas les Amérindiens, d'où l'absence voilà. Les Amérindiens n'avaient pas de grands animaux, le plus gros qu'ils avaient domestiqué c'était le lama, incapable de tracter quoi que ce soit, ça porte 40 kilos, ça peut même pas porter un cavalier une fois qu'il a atteint la taille adulte. C'est tout quoi, merci. Ça peut rendre des tas de services, mais pas celui de porter des êtres humains ou de tracter des charges lourdes, voilà. Ils avaient très peu de métallurgie, en tout cas ils n'avaient pas la métallurgie du fer qui leur aurait permis de retourner la terre. Donc en gros, ils utilisaient le feu, comme le font les humains depuis des millénaires, des dizaines de millénaires. Ils brûlaient leur milieu ponctuellement. Ils avaient une souche, au lieu de pouvoir l'arracher avec des bœufs, ils la comburaient. Ils la détruisaient lentement avec du feu. Ils brûlaient le milieu, ils utilisaient l'engrais des plantes, la cendre comme engrais. Ils plantaient en mélange de cultures. La plus connue, c'est la milpa aztèque. Un pied de maïs qui va monter
une courge qui va servir de couvre-sol et garder l'humidité, et dont les piquants, parce que la courge d'origine est piquante, va éloigner les herbivores, et puis des haricots qui vont s'enrouler autour et qui vont garantir la fixation de l'azote, puisque c'est une légumineuse. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui est très équilibré d'un point de vue nutritionnel. Il ne manque qu'une seule chose dans ce cocktail, c'est la vitamine D. Il trouve le moyen de pallier ça. Il suffit de rajouter une poignée de cendre, une poignée de cendre dans l'eau de cuisson du maïs, et le maïs va exprimer cette vitamine-là. C'est incroyable. Donc, on a un aliment complet, une base alimentaire complète avec cette trilogie-là. En fait, je veux dire, ça, c'est des connaissances mais incroyables qui étaient connues. Alors ça existe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que tout endroit où on a domestiqué une céréale, elle est associée à une légumineuse. Pour pallier les carences. Sinon, le modèle civilisationnel de l'agriculture n'aurait jamais pu fonctionner. Déjà, il a connu des gros hoquets de ses premiers millénaires d'existence. C'était pas du tout gagné que l'agriculture marche. Et à un moment, elle s'est mise à marcher, justement, probablement parce que elle agissait de concert avec des modifications du milieu, notamment les microbes. Il est probable que l'agriculture s'est diffusée parce que les cultivateurs éleveurs étaient devenus immunes aux maladies qu'ils portaient et donc l'ont emporté sur les chasseurs-cueilleurs il y a 6-7 000 ans. Il y a une grande vague, c'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers millénaires de l'agriculture, c'est vraiment un truc de niche. Il y a très peu de gens qui en font et c'est en quête permanente de démographie. Ça aspire les chasseurs-cueilleurs autour, mais ça ne produit pas de population, ça ne se diffuse pas comme modèle. Et puis, il y a 6-7 millénaires, d'un seul coup, ça bascule, ça se répand partout, et c'est probablement parce qu'à ce moment-là, ils ont atteint un point d'équilibre, les organismes sont devenus résistants aux maladies échangées avec le bétail, etc. Et en revanche, en se diffusant, et ils vont dévorer littéralement les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les obliger à s'intégrer à leur modèle parce qu'ils les déstructurent par les maladies qu'ils apportent. C'est incroyable. Voilà. Et c'est ce qui arrive aux Amérindiens. C'est-à-dire que une société s'effondre quand 90% d'une population meurt, tous les savoirs sont annihilés, les gens sont en état de choc traumatique, ils ont vu mourir leur famille, etc. Et donc, ils sont prêts à avaler à peu près tout ce à quoi ils peuvent se raccrocher. D'où le métissage, par exemple, culturel qu'il va y avoir entre les Espagnols et les Amérindiens, où les Espagnols vont évangéliser les Indiens. Et où les Indiens, finalement, vont arriver après, par forme de résistance, les Amérindiens vont intégrer le panthéon des saints espagnols et essayer de leur trouver des équivalents pour essayer de faire survivre leur divinité à eux. Exactement. Voilà. Tout ce syncrétisme-là, il vient d'un état de choc sidérant, en fait. C'est des gens qui ont vu mourir tous leurs proches et qui ne savent pas à quoi se raccrocher, quoi. Elles viennent de ça. Et donc il y a une forme d'espoir et de survie qui arrive dans cette proposition de l'évangélisation qui fait que tu te rebranches là-dedans. C'est drôle ce que tu me dis là et on va revenir aux forêts. Je rebondis un peu parce que les peuples autochtones se considèrent comme, et ce sont dans leurs mots, hein, comme je te dis, on les invite ici, comme des peuples de la forêt. Ils vivent en leur sein avec clairement une dépendance, alors ça dépend jusqu'où tu vas, mais avec une dépendance à la ville la plus proche et une dépendance au système, notamment pour l'histoire de graines transgéniques, non transgéniques. On essaiera d'en faire un talk sur Limite. Et moi, ce que je trouve assez interpellant chez eux, attends, il ne faut pas que je perde le fil de ce que je voulais te dire, qui était très important. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, voilà, c'est ça. C'est attends, c'est concerne. Oui, attends, oui là, ça y est, je l'ai. Et ce que je trouve assez dingue, tu vois, c'est que il y a un rite au Brésil qui s'appelle le Santo Daime, le Saint Daime, qui est en fait une forme de prise d'ayahuasca qui fait partie de la culture autochtone depuis très très longtemps en Amazonie. Hein. Tu sais, c'est le breuvage qui leur donne des hallucinations, qui te met dans un état de conscience modifié et qui est très lié aux esprits de la forêt, à leur culture et à leur rite. Et ben il y a eu un mélange qui s'est produit en fait avec l'évangélisation, en tout cas avec la chrétienté, où il y a également sous forme d'église, sous forme de célébration, comme si tu allais célébration pastorale, comme si tu allais à l'église, où tu prends l'ayahuasca, ça existe encore au Brésil aujourd'hui, et où c'est que la culture catholique qui y est, et à la fois,
ils ont intégré tout ce retour aux sources. L'ayahuasca est pris aussi, mais avec des chants religieux. Et c'est drôle parce qu'en fait, quand je discutais de ça un petit peu avec eux, ils me disaient ah ouais, nous on le fait de deux façons. On le fait façon évangéliste et façon catholicisme. Je parle des peuples autochtones de là où nous étions, et on le fait aussi avec une forme de retour, alors que ça s'est beaucoup perdu, à notre culture ancestrale, dans nos vieux écrits, arrière-grands-parents qui disaient ah ouais, ça se passait comme ça a été transmis. Et donc ils ont un peu les deux. Et c'est comme s'il m'expliquait, ouais, mais il y en a un qui a existé, et ça c'était fort, il y en a un qui a existé, c'est ce mélange culturel, ancestral et chrétien. C'était notre seule façon en fait de faire perdurer un minimum de notre savoir de l'époque. Et j'ai trouvé ça méga intéressant, ce mélange. Voilà, je voulais faire une parenthèse, parce que c'est incroyable ce qui s'est passé à ces peuples, effectivement, qui se sont retrouvés décimés, perte de tout sens, et qui pouvaient peut-être potentiellement croire aussi à une forme de fatalité, des divinités, des esprits de la forêt qui étaient contre eux, et qui leur faisaient comprendre, voilà, c'est la fin, vous devez suivre la voie du colonisateur, en quelque sorte. Et c'est intéressant de comprendre l'aspect très docile qui a pu se mettre derrière, parce qu'il n'y a pas eu de guerre en forme. Si, il y a eu des guerres. Alors, pas en Amazonie parce qu'ils n'étaient pas structurés pour ça, à ma connaissance, mais il y a quand même eu des révoltes et des fuites, beaucoup de fuites, des plantations. Mais il y a eu des guerres, si. Les Mayas se sont battus pendant 170 ans dans l'Amérique centrale. Contre les colons ? Contre les Espagnols, oui, tout à fait. Les Espagnols ont soumis les Aztèques en 2 ans, mais ils ont mis 170 ans à déraciner les Mayas de leur forêt. Belle différence. Et pour justement retourner à la forêt... Alors c'est justement là où je voulais en venir. Juste, ce qui s'est passé, c'est que l'effondrement de cette population amérindienne, de ces jardiniers, a fait pousser une nouvelle forêt. Et il y a eu une captation carbone très importante au XVIIe siècle. Tout le XVIIe siècle, en fait, c'est le cœur du petit âge glaciaire qui a commencé au XIIIe avec une explosion volcanique en Indonésie, qui s'est prolongée après par diverses explosions volcaniques dans différents endroits. Mais le XVIIe siècle est particulièrement, c'est le moment le plus froid du dernier millénaire. Ça commence très précisément en 1600 avec une grosse explosion d'un volcan péruvien, le Huayna Putina. Ça se prolonge en 1641 avec une explosion d'un volcan philippin. Et ça vient se conjuguer avec la captation carbone des forêts. C'est-à-dire que 40 millions d'Amérindiens au bas mot brûlaient la forêt dans les 50-55 millions d'Amérindiens qui sont arrivés manquants à la fin du XVIe. Et que ces gens-là ne brûlent plus la forêt a abouti à la construction d'énormes forêts, à la renaissance des forêts américaines. C'est pourquoi, lors de la ruée vers l'ouest, on trouve plein de forêts aux États-Unis. C'est que ça repousse. Et ça provoque une captation carbone qui a contribué au refroidissement du XVIIe siècle, en conjonction avec les explosions volcaniques et en conjonction avec une réduction de l'activité solaire, ce qu'on appelle le minimum de Maunder, à partir de 1645. Donc tout ça en même temps. Les trois en même temps ont fait que c'est le moment le plus froid du dernier millénaire, et c'est aussi le seul moment où il y a, quand on regarde la courbe d'émissions de CO2 depuis le début, depuis 10 000 ans, elle monte très très doucement. Très doucement, très doucement, très doucement. Et arrivé au XVIIe siècle, il y a un petit accro. C'est le seul moment où il y a un accro. Et en fait, cet accro-là, c'est les 40 millions d'Amérindiens qui brûlaient leur milieu et qui ont disparu, qui sont morts. Et cette forêt qui a capté du CO2. Alors, du coup, les gens qui ont fait cette étude, c'est l'équipe de Lewis et Maslin, ont pu extrapoler ce qu'il faut aux besoins qu'on aurait en géo-ingénierie pour, si on plantait des arbres partout, est-ce qu'on arrive à garder le climat sous contrôle dans un scénario business as usual? Alors, bonne nouvelle, probablement, mais encore, ça ne sera pas assez, mais on peut compléter avec d'autres mesures. Mais il faut vider l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est de leur population et ne faire que des forêts à croissance rapide. Alors, je ne sais pas si géopolitiquement, ça va être très... Moralement, je pense aussi que... Voilà, ça va poser un petit problème. Ouais, donc, clairement. Leçon de l'histoire, planter des arbres, oui. Mais pas n'importe comment, parce qu'on va y revenir, mais on va avoir des problèmes. Et 2, c'est pas la seule solution. Ça va avec d'autres solutions. Mais justement, il y a un truc que j'essaie de comprendre. On parle de forêt primaire.
Ça veut dire quoi, forêt primaire, secondaire, tertiaire? Alors c'est moi qui ai proposé cette distinction de tertiaire, ou plus exactement qui l'ai relayée à la suite d'un historien de l'environnement qui avait proposé ça. Normalement on parle de forêt primaire et de forêt secondaire. La forêt primaire est une forêt supposée intouchée de façon visible par l'homme. Et ça existe encore? Alors, vu ce que tu m'as expliqué sur l'Amazonie. Alors il y a un organisme mondial qui est référent pour les forêts qui s'appelle la FAO. Ouais. Qui gère, c'est une agence de l'ONU qui gère l'agriculture et l'alimentation, comme son nom l'indique, Food and Agriculture Organization. Ce qui implique que donc la forêt est vue sous un angle agricole. Donc pour cette agence, il y a à peu près un tiers des forêts du monde, un petit tiers, qui sont primaires, et 2 tiers qui sont secondaires. Mais primaire ne veut pas dire que l'humain n'y a pas été. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quasiment aucune forêt dans le monde où l'humain n'a pas été. Même les forêts les plus inaccessibles, celles qui sont au sud du Chili, en Patagonie, sur la côte humide, là où il n'y a aucun sentier pour y aller, elles ont été arpentées par des Amérindiens avant qu'ils disparaissent au cours du 19e, 20e siècle. Oui, mais donc on veut dire par là que ce sont même des forêts, enfin, ce sont des forêts qui ressemblent à ça pour des raisons anthropiques. C'est pas juste on s'est baladé dedans, merci, bonsoir. Non, non. Alors, leur croissance a été orientée. Dans quel volume? C'est-à-dire qu'en Amazonie comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont typiquement des forêts tropicales, qui à nos yeux d'occidentaux sont chaotiques, littéralement, en fait ce sont des forêts qui ont été quand même un peu modelées par les humains qui les habitent depuis des millénaires ou des dizaines de millénaires. Et donc, la distinction que je propose, c'est forêt primaire, il n'y en a quasiment plus. On pourrait peut-être en recréer, ça c'est une question, sur le temps long, mais il n'y en a quasiment plus. Forêt secondaire, il y en a, mais de 2 ordres. Ce sont des forêts qui ont été orientées par les humains, et donc, soit comme l'Amazonie, où l'intervention humaine est peu perceptible. Très peu. Très peu. Ouais. Et puis des forêts secondaires comme celles que l'on a chez nous, où il y a quand même un maintien de la biodiversité, et qui sont des forêts qui ont repoussé sur de la déprise agricole ou suite à des catastrophes. Il y a des forêts qui ont repoussé, par exemple, après le dépeuplement lié à la peste noire au XIVe siècle en Europe. Et puis, il y a la forêt tertiaire, qui est la forêt de plantation, la forêt de rendement, qui est en monoculture, qui est menée en monoculture, à des seules fins d'exploiter le bois. Et ces forêts-là sont, d'un point de vue de la génétique intérieure, complètement mortes. Il n'y a pas de diversité dedans, il n'y a pas de biodiversité, etc. Et même à l'intérieur des forêts secondaires, il y a tout un spectre de biodiversité qui va de 1 à 10, sur une échelle qui va de 1 à 10. Il y a, voilà. La dernière grande forêt dite primaire d'Europe, la forêt de Bielowica, est effectivement une forêt quasiment intouchée parce que c'était la réserve de chasse des rois de Pologne. Et cette forêt-là abrite les derniers bisons, etc. Et elle a 10 fois plus de biodiversité en fait que les forêts qui sont autour que les forêts d'Ardennes ou les forêts que tu trouveras ici. Voilà. Et c'est ce type de forêt-là qu'il faut identifier, préserver à tout prix parce que ce sont les ressources génétiques du futur, notre patrimoine, et puis c'est de là que peut repartir la reconquête de forêts plus étendues. Alors, la forêt primaire, par exemple, entre guillemets, cette forêt habitée par les humains, orientée par les humains, c'était l'état normal de l'Europe occidentale et orientale avant l'arrivée des Romains. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui était au nord du Rhin, c'était une sorte de grande forêt primaire. C'est pourquoi les Romains ont été battus par les Germains lorsqu'ils ont essayé d'envahir. C'est qu'ils n'arrivaient pas à pénétrer cette forêt, à organiser la guerre dans cette forêt, qui était l'habitat normal des peuples païens. Donc quand les Romains se sont christianisés, il est resté cette frontière qui était christianisée parce que la forêt, inquiétante pour les Romains, et qu'on exploitait énormément pour son bois, était le paysage normal, mais forêt d'exploitation. Et après, il y avait la forêt primaire. Tout le mouvement en fait, d'évangélisation, de christianisation de l'Europe, ça atteint un pic sous Charlemagne, mais ça commence avant lui et ça se prolonge après lui. Ça consiste en gros à détruire les forêts, à avancer en croisade. C'est les chevaliers teutoniques, c'est tout cette histoire-là. Ça se fait autant à la hache pour abattre les arbres qu'à l'épée pour forcer les païens à la conversion.
Et on va détruire toutes ces forêts, on va progresser, l'Allemagne dans un premier temps, puis la Scandinavie, l'Ukraine, la Lituanie vont tomber les unes après les autres, la forêt et les païens qu'on oblige à se convertir. Et on symbolise ça avec des récits où Charlemagne, par exemple, sur l'instance d'un de ses conseillers qui va être sanctifié plus tard, fait abattre le chêne sacré des Saxons, en grande cérémonie, pour marquer sa victoire sur les Saxons, qui le forcent à la conversion. Et ceux qui ne veulent pas se convertir, on les raccourcit d'une tête. On les tue comme on les raccourcis d'une tête, tu me fais rigoler. Oui, on les tue. C'est-à-dire la proportion en termes de forêt, puisqu'il y a dû avoir un abattage massif, c'est quoi? On a perdu quelle quantité de forêt alors on estime que depuis le début de l'agriculture, on a perdu la moitié des forêts sur Terre. Et depuis le début de l'époque de l'industrialisation, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, on en a perdu une autre moitié. Donc il en reste un quart. Wow, des beaucoup plus de carbone quand même qui ont été très Mais derrière ces chiffres, il y a une autre estimation plus conservatrice qui serait qu'il reste à peu près un tiers de surface enforestée sur Terre, environ 35% de la Terre est couverte de forêts, au sens de la FAO, je vais y revenir. Ce qui veut dire qu'en fait on n'en aurait perdu que la moitié parce que l'état normal, sans les grands animaux, aurait été des 2 tiers couverts par des forêts. Alors, pourquoi cette différence? Il existe 1600 définitions opérationnelles de la forêt. Il y a un article scientifique là-dessus qui les recense. 1600 et des brouettes, je ne donne pas le détail. Définition de la forêt. Wow, définition. Okay. La définition de la FAO, c'est une surface qui doit faire plus d'un demi-hectare, c'est-à-dire un carré de 100 mètres sur 100 mètres qu'on divise par 2, qui est couverte d'arbres qui doivent faire plus de 5 mètres de haut, à plus de 10%. D'accord, ok. Donc, c'est une définition assez large de la forêt. Alors, certains trouvent que c'est pas assez, ce qui fait parfois des publications spectaculaires du genre « on a trouvé plein de forêts qu'on connaissait pas, on prend une autre définition ». Oui, parce que qui élargit la taille. Parce que s'il suffit que de ça, je te trouve un coin quelque part et je dis ah ça y est c'est bon on a une forêt là alors que je ne trouverais pas que ça ressemble à une forêt. Bon, mais comme tout le monde se cale plus ou moins sur la FAO et que c'est la méthode, on va garder cette définition même si on peut la trouver insatisfaisante parce que... Je suis pas un professionnel de la matière. Non mais 10% d'une surface, par exemple une savane arbustive en Afrique, avec des arbres qui couvrent plus de 10%, ça joue un rôle quand même énorme, même si c'est que des acacias. Du moment qu'ils font plus que 5 mètres, ils attirent les girafes qui vont s'en nourrir, ils attirent les éléphants qui vont y trouver certaines ressources, qui vont enrichir le sol de leurs excréments. Donc ces arbres jouent un rôle moteur dans les écosystèmes et constituent donc une base trophique et ça fait forêt. C'est bon. C'est bon. Il y a toute une sorte de régulation de ce système-là. Moi, j'aurais essayé de comprendre un petit peu, tu vois, le lien de la forêt et notre culture. On dit souvent que l'humain crée ses schémas de croyance, crée sa rationalité en fonction de l'endroit où il vit. Alors du coup on peut rentrer dans ce débat de déterminisme ou alors de libre arbitre en mode tiens je décide de créer une religion en fonction de comment est-ce que la forêt, alors on a compris pour l'Amazonie mais comment est-ce que la forêt à l'échelle mondiale justement a pu avoir un impact sur les croyances, Alors, la forêt est hostile pour les élites. Enfin, en tout cas, on va prendre le point de vue de l'Européen qu'on connaît le mieux dans l'histoire. Et ce que tu dis là, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, c'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une considération de peur. Et puis, surtout, aujourd'hui, les élites investissent la forêt financièrement. C'est-à-dire, c'est du rendement. On va faire soit du bois, soit du bois énergie. Oui. Et puis, si je peux me permettre, je fais une petite parenthèse avec ce que les gens peut-être regardent, ceux qui nous regardent. Je prends l'exemple de Koh Lanta, tu es sur une île déserte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en forêt. Il faut aller en forêt, aller chercher de l'eau qui a été mise dans une malle, enfin dans un truc, dans une grosse gourde. Mais il y a des activités en forêt, ils doivent aller trouver du manioc en forêt qui a été planté au préalable, bon bref. Mais ils vendent toujours ce moment-là comme oh, attention, c'est le moment hostile, c'est le moment difficile, c'est le moment compliqué, alors que ce sont des petites tiges qui s'envolent. Il y a vraiment cette vision occidentale que la forêt est un danger qui perdure encore aujourd'hui, alors que je ne suis même pas dans une forêt et que mon grand-père n'était pas dans une forêt non plus, quoi. Alors, les Romains, par exemple, avant d'aller envahir la Gaule, ils se heurtent à un peuple qui se trouve au nord de l'Italie et qui est le peuple de la forêt. C'est un peu une histoire mythique qui est posée comme ça, mais en gros, ils envoient une légion qui rentre dans la forêt et en fait, le peuple en question assied chaque tronc, mais c'est invisible.
Et puis à un moment, quand la Légion est bien enfoncée, il y en a un qui appuie et comme un domino, brrr, la région. Bon, c'est métaphorique. Bien sûr, mais... c'est pas un truc technique de guerre. Un peu compliqué, surtout avec les sites de l'époque. On est bien d'accord, oui. Bref, mais ça donne l'idée qui va se transmettre après à la chrétienté. La forêt, c'est le refuge des païens, c'est le refuge des gens de peu, ceux qui n'ont pas de ressources mais qui vont exploiter la forêt parce que la forêt, avant la révolution industrielle, c'est la source de tout. On y trouve la colle, par exemple, on incise le bouleau et on fait chauffer le truc et ça la sève et on obtient de la colle, ce qu'on appelle la braie. Très pratique pour fabriquer des choses pour l'habitat. Si vous voulez faire de la sidérurgie, vous envoyez dans la forêt des bûcherons qui vont abattre et après des chauffourniers, pardon, pas des chauffourniers, mais des gens qui vont fabriquer le charbon de bois. Et on va également y fabriquer la chaux pour faire ce qui précède le ciment. Bref, la forêt est la source d'énormément de matières premières. Mais comme elle est déconsidérée, que c'est quelque chose qui est mal vu, elle est habitée en permanence par des artisans. Parce que fabriquer du charbon de bois, par exemple, il faut couper énormément d'arbres, les empiler, y mettre le feu, surveiller la combustion, avec des techniques très particulières, faire une cheminée au milieu, c'est très compliqué. Et en conséquence de quoi, la forêt, elle est habitée en permanence. Les années où les chênes décident de se reproduire, ils font plein de glands, on y envoie les porcs pour les engraisser, c'est année de bombance, puisqu'on peut... Voilà. Donc, la forêt, il y a des tas d'usages. Il y a des espèces qui sont orientées, par exemple là où on veut avoir des porcs, on va faire des chênes. Là où on veut préparer quelque chose qui soit un chantier, dans 30 ans j'ai envie de construire une cathédrale, ou je sais qu'on va construire une cathédrale un jour dans 30 ans plus exactement. Donc j'essarte un endroit, j'enlève tout ce qui pousse, et puis je plante des chênes, et je fais une futée droit, parce que les chênes, si on les laisse pousser n'importe comment, ils vont être tordus par les événements, etc. Et ils vont pousser très lentement, parce qu'il y a un gros chêne en haut qui va empêcher la croissance des petits. Voilà. Donc, on enlève tout ça et on s'arrange pour avoir quelques troncs droits à vendre au moment du chantier. Voilà. Donc la forêt est habitée, orientée, transformée, mais surtout c'est par des gens de peu, des gens qui ont des croyances qui ne vont pas avec celles des élites, ceux qui écrivent, ceux qui recensent, ceux qui imposent, et qui du coup se méfient énormément de ce paysage. Et ça se voit dans toute la tradition administrative française. Et puis arrive un moment aussi où finalement la forêt devient une ressource qu'on peut imposer. Ça commence chez les Lombards, ça se poursuit sous Charlemagne, et toute l'histoire de France, c'est la mainmise du roi sur les forêts, ne serait-ce que pour la chasse. Alors la chasse est extrêmement importante pour la noblesse, parce que la noblesse, elle existe que pour faire la guerre. Mais pour se préparer à faire la guerre, en temps de paix, on chasse. La chasse, par exemple à la Renaissance ou à la fin du Moyen-Âge, ça peut sembler très barbare, mais en fait ça a pour but de préparer le jeune homme à se battre contre le pire des animaux qui est un être humain. Et donc on court à cheval derrière un sanglier, on l'accule quelque part, on descend de cheval, on sort l'épée et on va l'affronter à l'épée. Entraînement. François Ier adorait ça, c'est de l'entraînement. C'est dangereux, hein, un gros sanglier pas content. Ouais. L'épée, c'est pas l'arme la plus adaptée. On utilise aussi des pics pour affaiblir l'animal éventuellement, etc. Mais voilà. Une des anecdotes les plus amusantes, c'est François Ier au tout début de son règne. Il rassemble une énorme fête autour de lui dans un château. Tout le monde est désarmé parce que en présence du roi, faut pas être armé. Il y a que lui qui a le droit d'avoir une épée au côté. Et puis la chronique continue comme ça. Un sanglier s'échappe vivant de la cuisine. Bon, on ne sait pas ce qu'un sanglier vivant fait dans la cuisine, mais bon, l'histoire est comme ça. Tu voulais cuisiner. Et okay, François Ier, qui est un colosse, c'est le plus grand homme d'État de l'histoire française, 1m97 quand même, sort son épée et tranche le sanglier en deux. Et c'est un message politique en fait qui est adressé aux voisins. Je suis peut-être jeune, mais j'ai du répondant. Ouais. Voilà. L'histoire est racontée par des troubadours. Donc oui, voilà, c'est ça, par des courtisans, etc. C'est de la propagande, on est d'accord. Totalement, bien sûr. Mais ça dit quelque chose du rapport aux forêts. C'est-à-dire qu'en gros, la royauté s'approprie progressivement les forêts pour les ressources de chasse et ainsi que les ressources en bois. Et ce qui est amusant, finalement, c'est qu'au Moyen-Âge, on se retrouve à un moment, par exemple le XIIIe siècle,
On a l'impression, quand on lit la littérature, les chevaliers de la table ronde, les machins comme ça, la forêt c'est un milieu hostile, où on se mesure à l'adversaire, où éventuellement il y a des moines qui arrivent. Où il y a des sorcières qui vivent. Voilà, où il y a des sorcières, où il y a des géants, où il y a des moines qui arrivent pour civiliser, qui font face aux sauvages, à la violence, etc. On a l'impression que c'est un milieu complètement hostile, mais en fait c'est un milieu extrêmement habité, extrêmement humanisé, et surtout il y a moins de forêts à l'époque en France qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc c'est une vision complètement faussée. Attends, il y avait moins de forêts à l'époque? Au XIIIe siècle, il y a 25% de la France qui est en couvert forestier, contre 31% aujourd'hui. D'accord. C'est donc le couvert forestier, il va revenir plus tard. Mais il va subir des fluctuations, des variations. Il y a des moments où la royauté s'assure, par exemple, d'avoir des chaînes pour les flottes de combat, notamment pour les flottes de guerre, les navires de guerre. Notamment au début du règne de Louis XIV, on se rend compte qu'on n'a pas les ressources en interne pour produire des bateaux. On les achète. À la Suède, on achète des... Voilà. Et c'est une dépendance stratégique. C'est un peu comme si les États-Unis achetaient à la Russie leurs avions de combat. D'accord. À l'époque. Hein, oui, bien sûr. Donc du coup, autonomisation, il y a Colbert qui tape du poing sur la table et qui dit « Ok, on va faire un grand plan. Je m'approprie des forêts qui sont encore à peu près intactes, que d'autres nobles ont gardées pour pouvoir exploiter le bois. Et avec ça, on va faire une vraie flotte de navires. On achète des ingénieurs étrangers pour qu'ils viennent expliquer comment on fabrique des bateaux. Ouais. Voilà. Et donc là, il y a un contrôle des bois par le pouvoir central. Périodiquement, c'est ça. C'est l'idée qu'on essaye de réguler la vente de bois, que c'est une ressource importante. Voilà. Au XVIIIe siècle, la Révolution française, en revanche, comme les nobles se sont appropriés les bois, on rend les bois aux communautés locales. Il y a cette lutte-là en permanence. Sauf que quand il y a la Restauration, en gros, la situation des bois est désastreuse parce que tout le monde s'est servi dedans. Et donc, les nobles qui reviennent au pouvoir disent « Attendez, nous, on a géré correctement la ressource en bois pendant un millénaire. Et puis, il a suffi que les sauvages viennent et s'en emparent. » On est à quel siècle? Là, on est au 19e siècle, dans la première, après l'Empire. Alors, il faut savoir que Napoléon a énormément taxé la forêt comme une ressource pour ses guerres. Les guerres de Napoléon étaient très coûteuses. Hein. Donc, la forêt a été mise à contribution. Voilà. Il y a d'autres moments où la forêt est mise à rude épreuve. Par exemple, pendant les guerres, la Première Guerre mondiale, elle bouffe la forêt littéralement parce qu'il faut faire des tranchées. Et les tranchées, il faut des planches. Il faut faire du petit bois pour qu'on puisse marcher dans un endroit où on s'enfonce pas trop dans la boue. Il faut faire, voilà, on faut faire des caisses de munitions. Voilà. Il y a des moments dans l'histoire de France où la forêt recule considérablement. Et il y a une politique de reboisement délibérée à partir à partir du milieu du 19e siècle pour essayer de lutter contre l'érosion, par exemple. Et c'est des choses qu'on va retrouver en Chine ou au Japon. Hein. On replante délibérément des arbres pour lutter contre l'érosion de manière périodique sur toute l'histoire. Ce qui est très important dans ces moments-là, c'est qu'on a parfaitement conscience de la nécessité d'avoir la forêt, y compris pour avoir des ressources agricoles en bon état. C'est-à-dire que la forêt, elle filtre l'eau, la forêt, elle filtre l'air, la forêt, elle apporte des éléments nutritifs nécessaires aux plantes, et ça, on en est conscient depuis très longtemps. Et là, ce que tu fais pousser en agroforesterie a des qualités nutritives hors du commun. Je veux dire, le terreau dans lequel ça va, t'as pas besoin de mettre des intrants, t'as pas besoin de mettre des choses. Enfin, on sait par exemple qu'on pourrait remplacer une bonne partie des engrais azotés qui sont fabriqués avec du gaz naturel, donc qui font le bonheur de Monsieur Poutine, avec du broyat végétal et notamment des haies que l'on mettrait, qui serviraient également à entretenir de la biodiversité, à briser le vent. Voilà, il y a des combinaisons agricoles qui seraient absolument favorables à une mosaïque forêt et etc. Et il faudrait envisager littéralement un plan forêt à l'échelle de la France, de la Belgique, pour restaurer. C'est une idée de Francis Allais, mais qui est poussée par Francis Allais, mais qui est excellente. Une forêt primaire à terme en France, repartir d'une vieille forêt et essayer de faire une forêt transfrontalière suffisamment grande pour rendre tous les services écosystémiques liés à une forêt et surtout restituer la beauté des forêts antérieures, leur magnificence.
Il faudrait prévoir une agriculture qui soit beaucoup moins intensive en produits chimiques, mais qui repose effectivement sur une meilleure alliance des bois, des forêts à proprement parler et des champs. Et l'INRIA en France travaille énormément sur ces sujets-là, sauf que l'État est complètement schizophrène. Il va favoriser une agriculture extrêmement intensive en ressources et en produits chimiques, alors même qu'il paye des chercheurs à développer des alternatives qui sont absolument crédibles, qui fonctionnent à petite échelle lorsqu'il s'agit de faire des expériences, qui sont aussi souvent mises en œuvre par des particuliers qui s'efforcent d'eux. Il y a un patrimoine extraordinaire derrière, sauf que toute la politique française et européenne vise à aider les gros, à agrandir, à utiliser des machines de plus en plus lourdes, de plus en plus puissantes, qui tassent les sols, qui participent à l'artificialisation. Et à leur mort, quoi. Oui, à leur mort. Et puis à l'accroissement aussi, on sait qu'on est en temps de réchauffement climatique, il y a plus d'eau en circulation, on artificialise toujours plus les sols en les tassant, en étendant. Voilà. Du coup, on est en train de courir au désastre, alors que un type de politique raisonnée tenant compte de tous ces facteurs et utilisant la forêt, les haies, elles boivent l'eau. Fossé plus haies. Donc il la conserve en quelque sorte. Non seulement elle la conserve, elle la stocke. C'est-à-dire qu'il y a au bleu, au vert, il y a une eau stockée qui est extrêmement importante pour garder de l'humidité dans les sols et qu'on est en train de détruire tout simplement avec une politique de nivellement, etc. Oui, parce qu'il y a des parcelles gigantesques. Les parcelles sont gigantesques. Périodiquement, on dit « Ah ben ça manque de haies, on va financer des haies ». Avant, on finançait leur arrachage pour augmenter la surface agricole. Il n'y a pas de vision d'ensemble et surtout il n'y a pas de vision qui tienne compte des savoirs scientifiques. Et ça c'est primordial, c'est-à-dire on a des savoirs scientifiques sur la forêt, on sait qu'il est extrêmement intéressant de laisser des forêts en libre évolution par ici, des forêts contrôlées par là pour apporter un certain nombre de services écosystémiques, etc. On pourrait replanifier littéralement les paysages, mais on choisit la recette du pire qui est aujourd'hui de faire des paysages de mort avec de la chimie. Alors qu'il y a des alternatives qui existent, parce que souvent ce qui est vendu quand je discute avec certains politiques qui sont pro-agriculture, c'est de dire « Ah ouais, mais c'est le meilleur système qu'on ait mis en place et on ne trouvera jamais mieux ». Alors on ne trouvera jamais mieux pour se faire du fric en haut de la pyramide. Mais, comment dirais-je, pour générer des choses qui soient humaines, durables, qui soient compatibles avec les limites planétaires et spécifiquement le cycle de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, les océans, parce que tous ces engrais azotés qu'on déverse vont polluer les océans et aggravent encore la catastrophe en cours. On pourrait progressivement en sortir, respecter les engagements des différents plans de sortie, voilà. Et on pourrait redonner de la valeur au métier de l'agriculteur qui aujourd'hui n'est plus que quelqu'un qui programme des machines, qui est instrumentalisé par les cours financiers et par les aides de la politique européenne, etc. Derrière, il y a quasiment plus d'humanité ni de dignité. C'est aussi ça qu'il manifeste quand il monte vers Bruxelles ou vers Paris. Et que voilà. Mais ça ne se fera pas sans associer le monde agricole, bien évidemment, sans lutter contre des syndicats. En France, on a la FNSEA qui est omniprésente et qui défend une vision extrêmement élitiste d'une agriculture qui ne parle que chimie et concentration de capitaux. Et rendement. Enfin, rendement, créer des concentrations de capitaux. Voilà. Ça va de pair. Mais si on veut une agriculture pour tous, une agriculture qui soit vraiment populaire, locale, résiliente et encore une fois qui respecte tout ce qui est cycle de l'eau, tout ce qui est biodiversité, voilà, on ne peut en passer que par des aménagements différents et des valeurs différentes, mais c'est parfaitement soutenable, beaucoup plus d'ailleurs que le modèle très fragile sur lequel on repose. On est sous perfusion de gaz naturel, sous perfusion de pétrole. Il faut maintenant 10 calories d'hydrocarbures pour produire 1 calorie alimentaire. C'est dingue. Voilà, dire qu'on est aujourd'hui en mesure d'atteindre des objectifs de décarbonation de nos économies à l'horizon 2050, je ne sais pas comment on va faire pour la nourriture. Rien que pour la nourriture. Donc on est obligé, si on fait ça,
ça, on est obligé de l'autre côté de transformer tout le système agronomique, de production, Oui. de refaire de l'agroécologie et Tout à fait, de l'agroforesterie. Mais justement, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui on protège les forêts et c'est volonté de les protéger, ce qui est totalement légitime. Mais alors encore faudrait-il les protéger de manière efficace, c'est-à-dire il faut identifier les forêts qui sont encore en bon état et les protéger, notamment parce qu'elles sont en but à un certain nombre de problèmes liés au changement climatique et à l'exploitation humaine. Mais on fait n'importe quoi. Alors déjà, il y a la communication des États, c'est-à-dire on annonce protéger, mais on n'est pas dans la protection, on est dans des mesures conservatoires vagues. On a par exemple le droit dans les parcs naturels régionaux en France de chasser. Donc voilà, on va dire au Pékin moyen, le touriste moyen, moi j'ai assisté à ça dans une forêt dans le sud-ouest, une guide qui explique qu'il faut rester sur le sentier, faut pas circuler à vélo pour pas tasser la terre, etc. Et puis on voit passer les chasseurs, 4x4, chiens, fusils au milieu de la forêt. Eux, ils ont le droit. Ouais. Donc voilà, et il faut déjà des nouveaux pactes de partage de la forêt. Et quand on dit qu'une forêt est protégée, la protéger réellement. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point... Reste au deuxième point. Le deuxième point, je te laisse réfléchir. Ce serait de ne pas avoir plusieurs objectifs en tête en même temps. En même temps, typique de certaines tournures françaises, qui est l'idée que la forêt c'est bien pour fournir de l'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, en France aujourd'hui, on favorise la biomasse. L'idée qu'on peut autonomiser une partie de notre production énergétique en brûlant des arbres ou des surplus agricoles. C'est extrêmement polluant et ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'une forêt n'est pas à brûler dans un moteur. Une forêt, c'est énormément d'autres éléments qui sont de l'ordre du patrimoine, du réconfort, du symbolique, mais aussi de la filtration de l'air. On sait qu'une forêt filtre les poussières de l'air et contribue à avoir de l'air pur. Elle filtre l'eau, elle contribue à avoir de l'eau pure. Elle apporte des micro-éléments énormément à la biodiversité. Aujourd'hui, l'essentiel de la biodiversité terrestre, c'est dans les forêts qu'on la trouve. Donc, tous ces éléments-là, et puis j'en oublie, mais c'est à prendre en considération dans des forêts qui ne sont pas pour l'exploitation. C'est-à-dire des forêts qui sont mixtes, qui associent différentes espèces, le plus possible d'espèces, qui associent des vieux arbres et des petits arbres, qui sont, et qui ne sont pas prévus pour une exploitation intensive. C'est évident. On nous fait croire, il y a une propagande, et elle est propagée jusque dans les écoles de foresterie en France, c'est que ce sont les jeunes arbres qui captent le plus de carbone. Mais c'est complètement faux. C'est une forêt biologiquement diverse qui va stocker réellement le carbone absorbé. Ce qui se passe en fait. Surtout un arbre qui grandit, qui est jeune, c'est du carbone. C'est ça. Mais l'idée, c'est que, en fait, dans une forêt menée naturellement, libre évolution, on a un plan mère, un chêne par exemple. Il va faire plein de glands. Certains vont germer, beaucoup vont engraisser les animaux par terre, certains vont germer. Et en fait, l'ombre de l'adulte, qui peut vieillir à 400 ans, qui est un bon reproducteur à 120, 150 ans, alors qu'on le coupe aujourd'hui à 60 ans. Donc on a des arbres adolescents qu'on fauche. Mais peu importe, ces petits arbres, ils vont pas pouvoir pousser, ils n'ont pas de lumière, ils ont 3% de lumière qui leur arrive. Donc ils vont rester petits très longtemps, mais ils vont durcir, se densifier. Et ça veut dire que quand le vieil arbre il va tomber au bout d'un siècle ou 2 siècles, que ceux-ci vont commencer la course à la lumière, les survivants qui ont attendu si longtemps seront des arbres résistants au changement climatique, aux coups de vent et à tout ça. Les forêts qu'on est en train de faire pousser complètement artificielles, qui partent toutes au même moment, avec des arbres de même taille qui poussent bien droit, parfaits pour faire des planches, elles n'ont aucune chance face au stress climatique. Elles sont monospécifiques, donc les parasites se régalent. Elles sont toutes de même taille, donc le vent, il fauche tout s'il est trop violent, et il va devenir de plus en plus violent.
Elles ont toutes leur houppier à la même hauteur, donc elles vont toutes brûler en même temps s'il y a trop de soleil. Ça se propage, boum. Et le soleil, voilà. Wow. Et par ailleurs, elles n'ont aucune résistance au feu. Waouh. Donc c'est le pire qu'on puisse faire. C'est des Alors forêts qu'en diversité, nouvelles. tu peux avoir des boucliers naturels qui vont empêcher la propagation un peu plus loin. Enfin, Voilà, les forêts diverses résistent beaucoup mieux à toutes les agressions. Mais c'est comme les cultures diverses. On a un potager varié avec plein de plantes, y compris des plantes qu'on ne fait pas pousser uniquement pour l'alimentaire, mais pour les interactions qu'elles ont avec d'autres plantes. C'est un potager résilient à la sécheresse, un potager résilient aux attaques de ravageurs. Au contraire, il suffit d'introduire parfois juste une plante ou un insecte et on rétablit l'équilibre. En tout cas, on aura toujours quelque chose à récolter. Il en est de même des forêts. Elles sont peut-être un peu moins productivistes, beaucoup moins si on a pour canon l'idée qu'il faut faire des planches et des planches et des planches, et bien c'est sûr. Mais en revanche, nos descendants nous diront merci si on arrive à assurer ce type de forêt dans nos pays. Et à sauver les forêts tropicales et boréales qui sont également des éléments cruciaux de notre avenir. On en est où à l'échelle mondiale aujourd'hui? On parle beaucoup de reforestation. L'Europe, le Parlement européen se vante d'être en augmentation en termes de reforestation. Ça dit quoi sur Terre entre tous ces arbres qui sont plantés comme puits de carbone pour l'avenir et ce qu'on en fait sortir? Est-ce que c'est quelque chose qui s'équilibre? Est-ce qu'on est en train de gagner cette bataille et qu'on reforeste plus, pas forcément correctement? On en est où à ce niveau-là? Alors, c'est un fait social total. Donc, on est effectivement dans le verdissement de la com. On est dans le progrès de la déforestation, notamment sous les tropiques. En Indonésie, en Amazonie, ça se réduit. Ça se réduit de manière drastique et ce sont des forêts qui pourtant sont vitales. Voilà, et extrêmement importantes d'un point de vue biodiversité, etc. Et ça se réduit. Voilà, les forêts tropicales, elles en prennent plein la tronche depuis la colonisation, depuis le 19e siècle, et ça continue, voire par endroits ça s'accélère. Les forêts tempérées sont en train de revenir parce que ce sont les pays riches, mais ce sont des forêts au sens FAO, c'est-à-dire un couvert forestier, souvent homogène. C'est ce que fait la Chine avec sa grande ceinture verte. Elle le replante, je crois, près de la moitié. On va dire, on va faire confiance à ce qu'elle raconte. Elle replante massivement. Ce sont des forêts non durables, on le voit. Ce sont des forêts qui meurent. Ce sont des forêts en proie aux ravageurs. Ça oblige les Chinois à agir. Et ils agissent comme ils savent le faire, par la géo-ingénierie. Exemple, ils ont planté massivement du peuplier parce que c'est une essence de reconquête. Sur un sol érodé, c'est un des premiers arbres qui va revenir, ça pousse très vite, très droit, c'est parfait. Ils ont planté massivement des peupliers, sauf que les plantations monospécifiques de peupliers, elles ont été attaquées par des insectes. Donc la solution, c'était de planter du peuplier transgénique. Ils ont utilisé le gène BT développé par Monsanto pour le maïs, pour protéger le maïs de la pyrale du maïs. Donc c'est un gène qui permet à la plante de produire son propre insecticide. Alors c'est une manipulation génétique, mais ça existe. Non, pas pour vendre des insecticides. La plante produit son propre insecticide. Ça existe dans le monde végétal. Certaines plantes produisent, elles ont une agression, elles produisent un insecticide elles-mêmes. Naturel. Mais là, c'est une manipulation génétique, c'est un OGM. Et cette manipulation génétique a été faite, donc qui empêche le maïs de produire son insecticide. Non, le maïs produit son propre insecticide qui tue l'agresseur et donc il pousse tranquille. Alors derrière, il faut d'autres produits, ça pose d'autres problèmes, mais voilà. Donc la même chose a été faite sur les peupliers chinois. Donc c'est une gigantesque opération de géotransformation. Ouais. Parce que c'est une opération, le peuplier il fait énormément de pollen, ça se diffuse et ça va très très vite. Ils ont commencé ça au début des années 2000. On a déjà des traces de cette modification génétique sur les peupliers en Europe. Oh. Donc c'est quelque chose qui a vocation... on est en train, littéralement, c'est-à-dire que la technologie essaye de remédier aux problèmes qu'elle se cause par la technologie. Voilà. Donc en l'occurrence, on a voulu planter énormément de peupliers et on les a modifiés génétiquement pour qu'ils résistent aux attaques des ravageurs. Et donc... c'est quelque chose avec lequel on devra compter à l'avenir, puisque tous les peupliers du monde, à un moment ou à un autre, c'est du forçage génétique, ni plus ni moins, même s'il est plus ou moins involontaire, vont être atteints ou pas. Peut-être qu'il va y avoir une sélection naturelle et que ces arbres-là vont finir par mourir. Ça, je ne suis pas prophète. Ce que je veux dire par là, c'est que les forêts qu'on recrée sont des forêts artificielles, pour l'essentiel. Ce ne sont pas des forêts pérennes en temps de changement climatique, très probablement. C'est-à-dire que les stress climatiques de plus en plus importants vont provoquer la mort
de ces couverts forestiers-là par incendie, par dépérissement, par attaque de ravageurs, et que la course à la technologie qui s'enclenche derrière parce qu'on va vouloir les gérer, quand on mène une forêt aujourd'hui de rendement, par exemple dans les Landes, il faut quand même savoir que l'on passe près de 70 produits chimiques différents pour désherber un premier coup, pour planter les plantes, pour les protéger des ravageurs, pour nettoyer le terme est voilà des plantes adventices afin que toutes les ressources du milieu aillent dans le tronc. Enfin voilà. Donc ce sont des plantations qui sont extrêmement destructrices de l'environnement parce qu'on régule très mal, mais on essaye vaguement de faire semblant de réguler les épandages en milieu agricole. Pour la forêt, c'est encore moins vrai. On sait pas il y a certains produits, on ne sait pas du tout dans quel volume ils sont produits. Enfin, le législateur s'y intéresse moins parce que ça inquiète moins aussi l'opinion publique. Mais toutes ces menaces qui pèsent sur la forêt font qu'aujourd'hui, la forêt est quelque chose qui est... Quand on parle de reforestation, ce sont souvent des projets qui sont mal menés. Ce ne sont pas des projets de réensauvagement, de renaturation. Il y a des particuliers ou des associations qui mènent des projets de renaturation, mais souvent c'est à petite échelle. C'est quelques centaines d'hectares au mieux. Il y a quelques gros projets en Europe, notamment grâce à la fondation Rewilding Europe, qui aide des régions à faire dans des parcs naturels des gros projets qui impliquent de la reforestation sur la déprise agricole notamment. Mais ça reste très largement insuffisant au regard des besoins. Il faudrait planifier des reforestations massives, négocier avec les populations. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez un couple de chercheurs qui sont les Cochet, Béatrice et Gilbert Cochet, qui préconisent en fait d'associer les acteurs du territoire par le tourisme. Dire on va faire revenir une forêt, on va libérer l'eau du barrage et les animaux vont revenir, qu'on les y aide ou spontanément. On va avoir plusieurs prédateurs, on va avoir des gros animaux et finalement il n'y aura plus besoin d'aller faire des safaris carbon consuming en Afrique pour approcher des éléphants parce que sur place on aura des bisons, voire des aurochs, des loups, des ours à observer. Ce type de tourisme marche bien dans certains endroits, dans les Asturies en Espagne, dans certains endroits de l'ex-Yougoslavie ou en Pologne, où on va voir... voilà. Ce type d'économie devrait être favorisé. C'est beaucoup plus rentable pour les acteurs du territoire que d'enrichir quelques gros paysans qui en plus sont malheureux parce qu'ils deviennent de plus en plus peu nombreux, ils rachètent les terres du voisin, ils grossissent, ils peuvent peut-être s'enorgueillir d'un succès professionnel, mais au final, ce qui faisait le monde paysan, c'est-à-dire la solidarité entre pairs, le fait qu'on se... Voilà, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. Les paysans vieillissent, ils partent tous à la retraite. Et il n'y a pas de quoi les remplacer. Il n'y a pas de quoi les remplacer. Ce sont des firmes qui rachètent finalement les terres agricoles, qui vont les mettre en valeur, qui vont avoir des employés. D'ores et déjà en France, on a beaucoup plus dans le secteur agroalimentaire de gens qui sont des employés que de gens qui sont des paysans au sens propre du terme, propriétaires de leurs terres, de leurs actifs. Voilà. Et en plus, ceux-ci ont de moins en moins d'autonomie puisqu'ils sont contraints par les prêts bancaires qu'ils ont pris, par les cours des marchés que les algorithmes déterminent. Voilà. Tiens, cette année, je vais planter ça. Cette année, ils sont mis à planter du sorgho parce qu'on leur a dit, tiens, il va faire chaud, voilà, faire du sorgho. Bien, mais voilà. Donc, franchement, pour autonomiser, c'est même une question presque de sécurité à l'échelle de l'Europe, de sécurité alimentaire, de sécurité climatique. Quand on a une forêt, on sait aussi qu'elle rafraîchit aux alentours. On fait 100 mètres carrés de bosquet quelque part en ville, on obtient 1 degré de moins en période de grande chaleur sur 100 mètres de plus, sur un diamètre de 100 mètres de plus autour. Donc c'est un moyen de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Tu y croirais, toi, à la ville-forêt avec une vaste transformation Singapour est une ville-forêt. C'est vrai. Oui, mais c'est une ville qui a des ressources. C'est-à-dire, le problème, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, ce sont les riches qui peuvent se payer ce genre de luxe. Moi, j'y crois à une ville-forêt, mais
Ça va de pair avec des implications. Les forêts dans l'histoire, elles ont toujours été gérées par des communautés. C'est-à-dire, on dit on va faire des micro-forêts en France, etc. Très bien. Mais une micro-forêt dans les quartiers nord de Marseille, c'est un endroit où on va pisser. Ouais. Pour que ce soit une vraie micro-forêt, c'est des gens convaincus qu'on a besoin d'une forêt, et pas pour faire un point de deal, mais vraiment parce qu'on va y tirer des choses nourricières, parce qu'on va tous se retrouver et planter ça. La méthode Miyazaki, ça marche du feu de Dieu au Japon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tradition au Japon. Chaque sanctuaire shinto, et il y en a des blindes, des milliers, est entouré d'une petite forêt. Exactement. Et la communauté locale en prend soin. On s'y réunit ponctuellement pour faire la fête et régulièrement, on va entretenir, désherber, couper, etc. de façon à ce que la forêt reste propre. Donc ça, c'est la mentalité japonaise. Mais en tout cas, la forêt est respectée, entretenue et amoureusement vécue par un collectif qui en prend soin. Et ça marchera le jour où on arrivera à faire ça dans les banlieues de France et de Belgique, ou le jour où on arrivera à convaincre les gens que c'est plus intéressant de faire des petites cultures bio au pied d'un arbre, de planter des fruitiers, de regarder les oiseaux gambader de branche en branche, que ça rafraîchit, que c'est bien l'été parce que quand on crève de chaud et qu'on n'a pas de quoi se payer la clim, eh ben on peut descendre dans le verger, on peut avoir des activités collectives enrichissantes, peu importe lesquelles, du sport, de la lecture, voilà. C'est ce genre de dynamique qu'il faut instaurer. Donc, la forêt urbaine, oui, évidemment, mais c'est une politique urbaine de confiance, de dialogue, qui doit accompagner. Parce que la forêt en elle-même, elle ne fera rien. On peut mettre des millions pour planter des arbres. Si tout le monde s'en fout, ils dépériront. Voilà, la forêt, c'est toujours quelque chose qui est en relation avec un collectif à partir du moment où c'est une forêt qui est en train d'interaction avec l'être humain. Laurent, c'était de nouveau très très complet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour la conclusion ? Non, c'était bien. Moi, j'ai adoré vraiment cette façon de reconsidérer la forêt. Bon, alors, une balade dans la forêt, moi, je vous le conseille bien sûr à tous et à tous. Je peux faire ça avec mes enfants. Ça fait quelque chose. Surtout qu'on est des gens des villes, hein, désolé, hein, vraiment, mais j'ai vécu dans la ville toute ma vie. Et il n'y a rien à faire. On sent quand on va dans une forêt que ça fait partie de ce qu'on est. Et c'est absolument pas mystique, hein. Il y a des molécules dans la forêt qui calment, qui sont anti-stress, qui, voilà, au-delà du fait que, effectivement, symboliquement, il y a des études qui le démontrent. Après, il y a des spiritualités. Ça, c'est autre chose. C'est un domaine dans lequel je vais pas m'aventurer. Il y a des gens qui peuvent aller embrasser les arbres ou autres. Tant mieux, justement, s'ils arrivent à se passer de chimie pour se soigner et que c'est un substitut. Mais en tout cas, la forêt est effectivement quelque chose d'utile pour la santé. Et donc, si vous avez l'occasion d'y aller, faites-vous plaisir. D'ailleurs, je proposerais même que vous conseillez ce podcast, cette vidéo, vous l'envoyez à quelqu'un et vous lui proposez, non pas de la regarder, mais peut-être plus de l'écouter, en se baladant en forêt et en écoutant les propos de Laurent avec tout ce qui a été raconté pendant que vous voyez ces arbres-là, pour vous prendre conscience de la mesure de l'humanité sur la planète Terre, mais aussi surtout de l'importance de ces forêts et comment est-ce que nous les avons dotées, mais comment est-ce qu'elles ont également forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais juste me rajouter une petite page de pub puisque je viens de diriger 2 ouvrages chez Sciences Humaines. Donc diriger, je les ai pas écrits, hein, mais je vais me permettre de les montrer puisque les voici. Donc une histoire des utopies, qui est c'est un collectif d'auteurs que j'ai réuni et qui fait toute l'histoire des utopies sur 3000 ans parce qu'il y a des pré-utopiques. Voilà. C'est des petits livres sympathiques de la collection Barbara chez Sciences Humaines. Et puis la grande histoire de l'Afrique qui est paru juste celui-là et qui est passionnant parce que l'Afrique a une histoire et c'est même la plus longue histoire de toutes puisque c'est là où est apparue l'humanité et c'est vraiment une histoire qui mérite d'être connue parce que bientôt l'Afrique c'est la grande masse démographique qui est en train d'émerger et moralement le reste de l'humanité doit vraiment réfléchir à la façon dont elle traite cette masse humaine. Est-ce qu'on agit dans son intérêt ou est-ce qu'on agit chacun dans son coin en égoïste ? L'Afrique non seulement rassemble tous les enjeux de l'histoire, mais aussi les enjeux du futur. Donc voilà, c'est très très important de réfléchir à l'histoire de ce continent. Merci Laurent. Donc je sais qu'il te touche personnellement. Tu n'imagines pas forcément à quel point, vu que mon père est originaire du Sénégal et que d'ailleurs mon arrière-grand-père et mon grand-père du Mali, Djibril Kanté, né en 1870, quelque chose comme ça, 1880, à Caille, au Mali.
Voilà. Où j'espère avoir un jour l'occasion de me rendre quand même pour retourner sur mon histoire. Mais en tout cas, merci. On croise les doigts. Exactement, et j'irai en bateau. Et merci en tout cas d'œuvrer aussi dans ce sens-là. Tu parles de l'histoire globale, de l'histoire du monde. Et moi, je trouve ça très fort. Voilà, c'est la 3e fois que je te reçois. J'espère vraiment, et je croise les doigts, que tu reviennes pour qu'on parle de ça. Oula, mais il y a plus spécialiste que moi en fait de l'Afrique peut-être. Ah oui, bien sûr. Après, tu fais partie d'un tout. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir pas mal d'autres personnes également pour en parler. Mais voilà, sens-toi légitime, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Je suis le Merci quota. de ta confiance. Je suis le quota qui permet d'éviter la récupération, on va dire, ou comment je peux expliquer plus l'appropriation culturelle. Merci à toi, comme d'habitude, tu as été incroyable. Dis-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous, c'est très important. Merci à ceux qui nous aident sur la chaîne. Merci à ceux qui nous envoient des Tipeee. Il n'y a pas d'obligation, mais quand vous le faites, à chaque fois qu'il y a la petite notification qui arrive chez nous par mail, ça nous fait un waouh, le monde peut être sauvé. Il y a des gens qui se donnent à fond pour nous aider à propager les messages autour de la complexité de ce monde et qu'on s'en sorte mieux. Porte-toi bien, Laurent. Porte-toi bien, Vince. Quelle est ta définition du réel ?